Mon frère a volé ma femme et a monté mon fils contre moi, alors j'ai disparu pour toujours. Des années plus tard. Je m'appelle Étienne Cartier, et pendant 8 ans, j'ai cru avoir le genre de vie dont les hommes rêvent. J'avais une femme nommée Mélissa, un petit garçon nommé Noah, et une petite maison en bordure d'un quartier tranquille près d'Orléans, où chaque pelouse semblait fraîchement tondue et chaque perron avait une jardinière ou un panier suspendu. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était la mienne. Je travaillais de longues heures comme chef de projet dans une entreprise de BTP. Mélissa travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Noah avait 6 ans, était obsédé par les dinosaures, les crêpes, et posait des questions auxquelles aucun adulte ne pouvait répondre sans vérifier sur Google. Et puis il y avait mon frère aîné, Romain. Romain avait toujours été le charmeur. C'était le genre d'homme qui pouvait entrer dans une pièce avec 10 minutes de retard et, d'une manière ou d'une autre, donner à tout le monde le sentiment d'avoir de la chance qu'il soit enfin arrivé. Il avait le sourire, la confiance, les histoires, le rire facile. En grandissant, j'étais le fils responsable, celui qui avait de bonnes notes, qui a trouvé un travail tôt, payé ses propres factures et gardé ses problèmes pour lui. Romain était le golden boy qui détruisait des voitures, empruntait de l'argent, disparaissait pendant des semaines, et était quand même accueilli à la maison comme un soldat revenant du front. Mes parents le disaient complexe. Je le qualifiais pour ce qu'il était. Égoïste. Mais même moi, je n'aurais jamais pensé qu'il me prendrait ma femme. Et je n'aurais jamais imaginé qu'il montrait mon propre fils contre moi. Le premier signe est apparu un vendredi soir. Je suis rentré tard du travail, avec un stégosaure en peluche que j'avais acheté pour Noah dans une station-service près d'Orléans. Il était bon marché, vert vif et moche, mais je savais qu'il l'adorerait. J'ai franchi la porte d'entrée en m'attendant à entendre ses pas courir dans le couloir. Au lieu de cela, la maison était silencieuse. Mélissa était dans la cuisine, debout près de l'évier, son téléphone à la main. Quand elle m'a vu, elle a verrouillé l'écran trop rapidement. « Où est Noah ?» ai-je demandé. « Chez tes parents » dit-elle. J'ai froncé les sourcils. « Pourquoi ?» Elle a haussé les épaules sans me regarder. Romain est allé le chercher. Ma main s'est resserrée autour du jouet. Romain est allé le chercher ? Il a dit que ta mère voulait le voir. Et personne n'a pensé à me le dire ? Mélissa s'est retournée lentement, déjà irritée. Étienne, ne commence pas. Ce n'est que ton frère. Cette phrase m'est restée. Ce n'est que ton frère. Comme si les liens du sang rendaient la trahison impossible. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie, joyeuse et essoufflée, comme si elle s'attendait à ma colère et avait déjà décidé qu'elle était déraisonnable. « Oh, chérie, Noah va très bien » dit-elle. Romain l'a amené. Il regarde un film. « Maman, Romain n'a pas le droit d'aller chercher mon fils sans me demander. » Il y eut une pause. Puis elle a soupiré. « Tu dois vraiment arrêter d'agir comme si Romain était dangereux. » J'ai regardé Mélissa de l'autre côté de la cuisine, qui était soudainement très intéressée à essuyer un comptoir déjà propre. « Je n'ai pas dit dangereux, ai-je dit. J'ai dit qu'il n'est pas le parent de Noah. » La voix de ma mère s'est refroidie. « Eh bien, peut-être que si tu étais plus souvent à la maison, les gens n'auraient pas à aider. » Ça a fait plus mal que ça n'aurait dû. Parce que ça sonnait comme une réplique préparée. Au cours du mois suivant, tout a changé discrètement. Noah a commencé à mentionner Romain plus souvent. Tonton Romain m'a emmené à la salle d'arcade. Tonton Romain dit que tu travailles trop. Tonton Romain dit que maman rit plus quand tu n'es pas là. Les premières fois, je me suis forcé à rester calme. Les enfants répètent les choses sans les comprendre. Les adultes disent des choses stupides. Les familles outrepassent leurs droits. Mais ensuite, Noah a arrêté de courir vers moi quand je rentrais à la maison. Il a arrêté de me demander de lui lire des histoires pour s'endormir. Un soir, quand je lui ai dit qu'il était temps de se brosser les dents, il a croisé ses petits bras et a dit « Tonton Romain dit que tu n'es pas le chef de tout le monde. » Je suis resté là, dans le couloir, à regarder mon fils de 6 ans, et j'ai senti quelque chose de froid me traverser la poitrine. « Qui t'a dit ça ?» ai-je demandé doucement. Il a baissé les yeux. Tonton Romain. Mélissa est apparue derrière lui et a dit « Ce n'est qu'un enfant, Étienne. Ne l'interroge pas. » Je l'ai regardé. Quelque chose sur son visage était différent.
Pas de la culpabilité, exactement. De la confiance. Comme si elle savait que je perdais du terrain, et que ça lui plaisait. 2 semaines plus tard, j'ai découvert la vérité. Pas parce que Mélissa a avoué. Pas parce que Romain a fait une gaffe. À cause d'un sac à dos dinosaure. Noah l'avait laissé dans le camion de Romain après un week-end chez mes parents. Mélissa a dit qu'elle irait le chercher, mais comme je passais près de l'appartement de Romain après une réunion de chantier, je me suis arrêté. Son camion était garé dehors. La voiture de Mélissa était à côté. Pendant un instant, je suis resté assis là, les mains sur le volant, me disant qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'elle déposait quelque chose. Peut-être que mes parents étaient là. Peut-être que Noah était à l'intérieur. Puis je l'ai vue par la fenêtre. Elle traversait le salon de Romain en portant une de ses chemises. Jambes nues. Cheveux mouillés. Riant. Romain est arrivé derrière elle, l'a enlacée par la taille et a embrassé le côté de son cou. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas défoncé la porte comme les hommes le font dans les films. Je suis juste resté assis pendant que la vie que j'avais construite brûlait en silence. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélissa. Toujours au travail. Ne m'attends pas. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Toujours au travail. Ne m'attends pas. Je suis rentré à la maison sans le sac à dos. Cette nuit-là, je suis resté assis dans le salon obscur jusqu'à près de 3 heures du matin. Mélissa est rentrée en sentant l'eau de Cologne de Romain et le chewing-gum à la menthe. Elle s'est figée quand elle m'a vu. Étienne, dit-elle. Tu m'as fait peur. Je l'ai regardée et j'ai posé une seule question. Depuis combien de temps? Son visage a changé. Juste une seconde. Puis elle s'est reprise. De quoi tu parles? Ne me mens pas. Elle a croisé les bras. Tu es paranoïaque. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos que j'avais prises depuis le camion. Sa bouche s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Puis, incroyablement, elle s'est mise en colère. Tu m'as suivi? J'ai failli rire. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle n'était pas désolée de m'avoir trahi. Elle était désolée que je l'ai surprise. Depuis combien de temps, ai-je demandé à nouveau? Elle a détourné le regard. 8 mois. 8 mois. Pendant 8 mois, ma femme couchait avec mon frère. Pendant 8 mois, mon fils passait ses week-ends avec l'homme qui détruisait notre famille. Pendant 8 mois, mes parents avaient souri au dîner du dimanche pendant que Romain était assis en face de moi, me demandant de lui passer le sel comme s'il n'avait pas été dans mon lit, dans mon mariage, dans ma vie. Est-ce que papa et maman sont au courant, ai-je demandé. Mélissa n'a rien dit. Ce silence répondait à tout. Le lendemain matin, je suis allé chez mes parents. Romain était là. Mélissa aussi. Et Noah était assis sur le tapis entre eux, construisant une tour en Lego. Ma mère se tenait à l'entrée de la cuisine, les yeux rouges, non pas parce qu'elle avait honte, mais parce qu'elle savait que la confrontation était enfin arrivée. Mon père était assis dans son fauteuil, la mâchoire serrée, la télécommande à la main comme s'il pouvait changer de chaîne sur ce qui allait se passer. J'ai regardé Romain. Il a eu le culot de se lever. Étienne, on peut en parler. J'ai dit, non. Vous pouvez écouter. Mélissa a tendu la main vers Noah, mais je l'ai arrêté. Emmène-le en haut, ai-je dit à ma mère. Noah avait l'air effrayé. Ça m'a brisé plus que tout. Parce que rien de tout cela n'était de sa faute. Ma mère l'a emmené à l'étage, et à la seconde où la porte de sa chambre s'est fermée, je me suis retourné vers ma famille. Depuis combien de temps êtes-vous tous au courant? Personne n'a parlé. Alors j'ai regardé mon père. Tu savais? Il s'est frotté le visage. Fils, c'est compliqué. Non, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Romain s'est avancé. Mélissa et moi n'avions pas prévu ça. Je l'ai dévisagé. Tu as volé ma femme. Il a dégluti. Elle était malheureuse. La voilà. L'excuse. Le bouclier préféré des lâches. Elle était malheureuse. Comme si le malheur forçait 2 adultes à mentir,
tricher, manipuler un enfant et transformer une famille entière en complice. Les yeux de Mélissa se sont remplis de larmes. Tu n'étais jamais à la maison, dit-elle. Tu te souciais plus du travail que de nous. Je travaillais pour faire vivre cette famille. Tu étais émotionnellement absent. J'ai regardé Romain. C'est toi qui lui as appris cette phrase. Son visage s'est durci. Ma mère est redescendue et a prononcé les mots qui ont mis fin à ma relation avec elle pour toujours. Étienne, tu dois penser à Noah. Il adore Romain. Peut-être plus que tu ne le penses. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma mère a relevé le menton, comme si elle était courageuse. Romain a été là. Toi, non. J'ai regardé mon père. Il ne voulait pas croiser mon regard. Romain, si. Et j'ai vu. La victoire. Il voulait ma femme. Il voulait ma place. Il voulait que mon fils le voie comme un homme meilleur. Et ma famille l'avait aidé. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas menacé. J'ai simplement dit, vous pouvez tous vous avoir les uns les autres. Mélissa a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini. Romain a ricané. Tu ne vas pas abandonner ton fils. Je l'ai regardé. Non. Je vous abandonne tous. Et je vais me battre pour Noah de la bonne manière. Puis je suis parti. Cette semaine-là, j'ai engagé le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille que je pouvais me permettre. Je lui ai tout donné. Photos. SMS. Relevé bancaire. Registre de sortie d'école. Capture d'écran de Mélissa mentant sur l'endroit où elle se trouvait. Capture d'écran de Romain envoyant des SMS à Noah via le téléphone de Mélissa, me qualifiant d'ennuyeux, de colérique, de peu fiable. Mon avocat s'appelait Denis Marchal. Il était calme, vif et brutalement honnête. Ça va devenir moche, m'a-t-il dit. Ça l'est déjà. Il a hoché la tête. Alors nous allons clarifier les choses. Mélissa a déposé sa demande en premier. Elle a demandé la garde principale, une pension alimentaire, la maison, et a affirmé que j'étais émotionnellement instable depuis la découverte de l'affaire. Romain a soumis une déclaration disant qu'il s'inquiétait de mon tempérament en présence de Noah. Mes parents l'ont soutenu. Ma propre mère a écrit que Romain était devenu une « influence masculine positive » dans la vie de mon fils. J'ai lu cette ligne dans le bureau de mon avocat. Une « influence masculine positive ». L'homme qui a couché avec ma femme. L'homme qui a empoisonné mon fils contre moi. L'homme que mes parents protégeaient encore. Pendant un certain temps, ça a marché. Le tribunal a accordé la garde temporaire à Mélissa. J'avais les week-ends et les mercredis soirs. Mais à ce moment-là, Noah avait changé. Il était silencieux avec moi. Sur ses gardes. Parfois, il appelait Romain « papa » par accident, puis avait l'air terrifié, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Je ne l'ai jamais puni pour ça. Je ne l'ai jamais corrigé durement. Je m'agenouillais simplement devant lui et disais « Je suis toujours ton papa, mon grand. » Peu importe ce que les autres disent. Parfois, il me serrait dans ses bras. Parfois non. Ce furent les jours les plus difficiles de ma vie. Plus difficile que de perdre Mélissa. Plus difficile que de perdre ma famille. Parce que je voyais mon enfant disparaître derrière les mensonges des autres. Puis Romain a fait une erreur. Il s'est senti trop à l'aise. Quelques mois après le début de la bataille pour la garde, Mélissa et Romain ont emménagé ensemble. Ils ont essayé de se présenter comme un foyer stable. Mes parents ont aidé avec les meubles. Ma mère a posté des photos en ligne de la « guérison familiale ». Elle m'a découpé de chaque souvenir comme si j'étais mort. Mais Romain n'avait jamais été stable. Il avait des dettes. De vieux problèmes de jeu. Des prêts non remboursés. Un historique de messages vocaux furieux à ses ex-petites amies. Et puis mon avocat a trouvé le rapport de police. 3 ans auparavant, Romain avait été arrêté après une bagarre à la sortie d'un casino. Les charges avaient été réduites, mais le rapport le décrivait menaçant un homme pour de l'argent. C'était suffisant pour soulever des questions. Puis vint l'enregistrement.
Noah avait accidentellement laissé sa tablette en train d'enregistrer après un message vidéo qu'il me faisait. En arrière-plan, Romain criait sur Mélissa. Pas une dispute normale. Des hurlements. Tu crois qu'Étienne va le reprendre? Tu crois que tes petites larmes de crocodile vont arranger ça? Mélissa pleurait, arrête. Noah peut t'entendre. Romain a répliqué sèchement, tant mieux. Peut-être qu'il devrait apprendre quel genre d'homme faible est son père. Quand mon avocat a fait écouter cet audio au tribunal, Mélissa est devenue blême. Romain fixait la table. Mes parents avaient l'air d'étrangers. Pour la première fois, quelqu'un en dehors de la famille voyait ce que j'essayais de dire. Le juge a modifié l'ordonnance de garde. J'ai obtenu la garde partagée à 50-50. Il a été ordonné à Romain de ne pas parler négativement de moi en présence de Noah. Mélissa a été avertie que l'aliénation parentale continue pourrait affecter la garde. J'aurais dû ressentir cela comme une victoire. Mais ce n'était pas le cas. Parce qu'à ce moment-là, j'étais épuisé. La maison était vendue. Le mariage était terminé. Ma famille avait disparu. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville et j'ai passé une semaine sur 2 à reconstruire la confiance avec mon fils, une histoire à la fois. Les semaines où Noah était avec moi, nous faisions des crêpes pour le dîner. Nous construisions des mondes de dinosaures avec des boîtes en carton. Nous regardions de vieux films d'aventure. Je ne lui ai jamais demandé de choisir un camp. Je n'ai jamais insulté sa mère. Je n'ai jamais mentionné Romain, sauf si Noah le faisait en premier. Lentement, mon fils est revenu. Un soir, il s'est glissé à côté de moi sur le canapé et a murmuré, « Papa. » Oui, mon grand. Est-ce que tonton Romain a volé maman? J'ai fermé les yeux. Il n'y a pas de manuel parental pour cette question. Noah, ai-je dit prudemment, les adultes font des choix. Ta maman a fait des choix. Romain a fait des choix. Mais personne n'a volé quelqu'un comme un jouet. Il est resté silencieux. Puis il a dit que tu es parti parce que tu ne nous aimais pas. Ma gorge s'est nouée. Je me suis tourné vers lui. J'ai quitté les disputes. J'ai quitté les mensonges. Je ne t'ai jamais quitté, toi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu m'as manqué. Je l'ai serré dans mes bras. Tu m'as manqué à chaque seconde. C'est cette nuit-là que j'ai décidé que je ne pouvais plus rester près d'eux. Non pas parce que je voulais abandonner mon fils. Parce que j'avais besoin de construire une vie assez forte pour que personne ne puisse plus m'effacer. J'ai demandé une mutation dans les Alpes, où mon entreprise avait une agence régionale. Mon avocat m'a aidé à ajuster l'accord de garde. Ce n'était pas parfait. C'était douloureux. Mais Noah passerait les étés, les vacances et les longs congés avec moi. Nous nous appellerions en vidéo tous les soirs. Mélissa s'y est d'abord opposée. Pas parce qu'elle me voulait près d'elle. Parce qu'elle voulait le contrôle. Romain s'est moqué de moi. Tu fuis, a-t-il dit à la sortie du palais de justice. Je l'ai regardé pour la dernière fois comme mon frère. Non, ai-je dit. Je survis. Puis j'ai disparu de leur vie quotidienne. J'ai changé de numéro. J'ai bloqué mes parents. J'ai bloqué Romain. Je ne communiquais avec Mélissa que par le biais d'une application parentale. Pendant des années, j'ai vécu tranquillement. J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai guéri. Les Alpes m'ont changé. Les montagnes m'ont donné de l'espace pour respirer. Les matins froids m'ont appris la discipline. La distance m'a appris qui j'étais sans le bruit des gens qui avaient pris ma gentillesse pour de la faiblesse. J'ai créé mon propre cabinet de conseil en BTP au bout de 2 ans. La 4e année, j'avais 6 employés. La 6e, j'avais des contrats dans 3 régions. La 7e, j'ai acheté une maison avec une terrasse face aux montagnes, et Noah y avait sa propre chambre, peinte en bleu, avec des étagères pleines de livres sur les dinosaures pour lesquels il prétendait être trop grand. Il avait 13 ans à l'époque. Grand. Intelligent. Silencieux. Et il commençait à comprendre. Un soir d'été, il se tenait à côté de moi sur la terrasse alors que le ciel devenait orange derrière les sommets. « Papa, dit-il, j'en sais plus maintenant. » Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Il a baissé les yeux sur ses mains. Maman m'a dit certaines choses.
Mamie m'en a dit d'autres. Mais j'ai trouvé de vieux messages. Je suis resté immobile. Sa voix tremblait. Ils m'ont menti. Je me suis tourné vers lui. Noah. Il a essuyé son visage rapidement, embarrassé. Ils m'ont fait croire que tu ne voulais pas de moi. Cette phrase a failli me mettre à genoux. J'ai tendu la main vers lui, mais il était plus âgé maintenant. Il ne s'est pas effondré contre moi comme avant. Il est juste resté là, essayant d'être fort. Alors j'ai dit la seule chose qui comptait. Je t'ai voulu chaque jour. Il a hoché la tête. Je sais. C'était suffisant. Pendant un certain temps, j'ai pensé que ce serait la fin de l'histoire. Puis, 9 ans après avoir quitté la région, Romain a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé. Puis ma mère. Puis mon père. Puis un email est arrivé d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet, s'il te plaît, aide ton frère. J'ai failli le supprimer. Mais la curiosité est une chose dangereuse. L'email venait de Mélissa. Étienne, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter de cette manière. Romain a de graves ennuis. Il a emprunté de l'argent à des gens à qui il n'aurait pas dû. Il a perdu son travail. Tes parents ont utilisé leur épargne retraite pour essayer de l'aider. La maison est perdue. Il est poursuivi en justice. Il risque la prison. Il dit que tu connais des gens qui pourraient l'aider avec des conseils juridiques et financiers. S'il te plaît. Quoi qu'il se soit passé entre nous, il est toujours ton frère. J'ai lu cette dernière ligne 2 fois. Il est toujours ton frère. La même phrase, habillé de nouveaux vêtements. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pendant 3 jours, je n'ai rien dit. Puis Noah m'a appelé. Il avait maintenant 15 ans, vivait principalement avec Mélissa mais me rendait visite dès que l'école le permettait. Sa voix était tendue. Papa, est-ce qu'ils t'ont contacté? Oui. Ne le fais pas. Je me suis assis lentement. Que s'est-il passé? Il a expiré. Tonton Romain a vraiment tout gâché. Mamie et papy lui ont tout donné. Maman aussi. Il leur a menti à tous. Il a pris de l'argent sur le compte de papy. Il a utilisé les cartes de crédit de maman. Il a dit aux gens qu'il possédait une partie de ton entreprise. J'ai senti quelque chose de vieux et de froid s'agiter dans ma poitrine. Mon entreprise. Ouais. J'ai failli rire. Après tout, Romain essayait toujours de se tenir dans mon ombre et d'appeler ça la lumière du soleil. Est-ce que tu vas bien? Ai-je demandé. Noah est resté silencieux. Je suis en colère, dit-il. Je suis en colère contre eux. Je suis en colère contre maman. Je suis en colère d'y avoir cru quand j'étais petit. Tu étais un enfant. Je t'ai quand même fait du mal. Non, ai-je dit fermement. Ils t'ont utilisé. Ce n'est pas la même chose. Il a reniflé. Je ne veux pas être comme eux. Tu ne le seras pas. Comment le sais-tu? Parce que ça t'inquiète. Une semaine plus tard, Romain s'est présenté à mon bureau à Grenoble. Il ne ressemblait en rien au Golden Boy dont je me souvenais. Ses cheveux étaient plus fins. Son visage était bouffi par le manque de sommeil et les mauvaises décisions. Sa veste était froissée. Sa confiance était fissurée. Mon assistante m'a appelé. Il y a un certain Romain Cartier ici. Il dit qu'il est votre frère. J'ai regardé à travers la paroi vitrée de mon bureau. Il était là. L'homme qui avait volé ma femme. L'homme qui avait essayé de voler mon fils. L'homme qui avait pris la loyauté, l'argent et la dignité de mes parents, et avait dépensé les 3. J'aurais pu refuser de le voir. Peut-être que j'aurais dû. Mais je voulais le regarder dans les yeux une dernière fois. Faites-le entrer, ai-je dit. Romain est entré lentement. Pour une fois, il ne souriait pas. Étienne. Je n'ai rien dit. Il a regardé autour de mon bureau, les photos de projets encadrés, les récompenses, la vue sur le centre-ville de Grenoble derrière moi. Tu as bien réussi, dit-il. Je me suis adossé à mon fauteuil. Qu'est-ce que tu veux? Sa mâchoire s'est crispée. J'ai besoin d'aide. La voilà. Pas des excuses.
pas des remords. Un besoin. Je suis poursuivi en justice, dit-il. Il y a des allégations. Fraude. Fausse déclaration. Un tas de bêtises exagérées. As-tu dit aux gens que tu avais des liens avec mon entreprise? Il a détourné le regard. J'ai peut-être mentionné des liens familiaux. Tu as utilisé mon nom. J'étais désespéré. Tu as toujours été désespéré. Tu appelais juste ça de l'ambition avant. Son visage a rougi. Je suis venu ici pour faire la paix. Non, ai-je dit. Tu es venu ici parce que tous les autres sont vides. Il a dégluti. Puis, finalement, il l'a dit. Je suis désolé. J'ai attendu. Il a continué, la voix basse. Je suis désolé pour Mélissa. Pour Noah. Pour tout. Je l'ai étudié. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment. Je pensais que je ressentirais de la satisfaction. Du triomphe. Peut-être même de la rage. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Parce que certaines excuses arrivent trop tard pour guérir quoi que ce soit. Tu n'as pas seulement couché avec ma femme, ai-je dit. Tu as aidé à monter mon fils contre moi. Les yeux de Romain se sont baissés. C'était Mélissa. Non. C'était vous tous. Il n'avait pas de réponse. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Mes parents t'ont tout donné, ai-je dit. Leur argent. Leur confiance. Leurs excuses. Leur protection. Et tu les as brûlés quand même. Sa voix s'est brisée. Ils vont perdre la maison. Je pensais que la maison était déjà perdue. Il a tressailli. C'est compliqué. Je me suis retourné. Non, Romain. Ça ne l'est pas. Pour la première fois, il avait l'air effrayé. Étienne, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas. Mais si tu pouvais juste écrire une déclaration. Dire que j'étais confus. Dire que j'avais la permission de mentionner l'entreprise. N'importe quoi. Ça aiderait. Je l'ai dévisagé. Tu veux que je mente pour toi. Il a murmuré, je veux que tu me sauves. Et voilà. La boucle était bouclée. Des années plus tôt, il se tenait dans le salon de mes parents et regardait ma vie s'effondrer. Maintenant, il se tenait dans mon bureau, me demandant de soutenir la sienne. Je suis retourné à mon bureau. J'ai ouvert un tiroir. J'ai sorti un dossier. Les yeux de Romain l'ont suivi. À l'intérieur se trouvaient des copies de messages que mon avocat avait recueillis après que Mélissa m'ait contacté. Des captures d'écran de Romain utilisant le nom de mon entreprise. Des emails où il laissait entendre un partenariat. Des notes de personnes qu'il avait trompées. Je ne te sauverai pas, ai-je dit. Son visage est devenu blême. Qu'est-ce que c'est? De la documentation. Étienne. Je l'ai déjà envoyé à mon avocat. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Tu voudrais me détruire? J'ai regardé mon frère, et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu clairement. Pas comme mon rival. Pas comme le préféré de mes parents. Pas comme l'homme qui a pris ma femme. Juste un petit homme qui avait survécu trop longtemps grâce au pardon des autres. Non, ai-je dit. Tu t'es détruit tout seul. J'en ai juste fini de cacher les débris. Il est parti sans un autre mot. 3 mois plus tard, Romain a perdu le procès. Puis sont venues les accusations pénales. Mes parents ont appelé depuis des numéros inconnus. Ma mère a laissé des messages vocaux en sanglotant que la famille devrait aider la famille. Mon père a envoyé un seul message. Nous avons fait des erreurs. S'il te plaît, ne laisse pas ton frère tomber seul. J'ai répondu une seule fois. Il n'est pas tombé seul. Vous l'y avez porté. Puis j'ai bloqué le numéro. Mélissa a envoyé de longues excuses. C'étaient les premières vraies qu'elle ait jamais écrites. Elle a admis la liaison. Les mensonges. La façon dont elle avait permis à Romain et à mes parents d'empoisonner l'esprit de Noah. Elle a dit qu'elle avait été égoïste, faible et qu'elle avait peur d'être seule. Elle a dit que voir Romain détruire tous ceux qui le protégeaient lui a fait réaliser ce qu'elle avait contribué à me faire. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là.
Mais j'ai fait quelque chose de plus difficile. J'ai arrêté de la haïr. Pas pour elle. Pour moi. Noah a emménagé avec moi à plein temps l'année suivante. Il avait 16 ans. Il a dit qu'il avait besoin de distance par rapport à eux tous. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. J'ai juste ouvert la porte. Sa chambre était toujours bleue. Ses vieux livres sur les dinosaures étaient toujours sur l'étagère. Il est resté longtemps dans l'encadrement de la porte, puis a souri un peu. Tu les as gardés? Bien sûr, ai-je dit. Il a pris le stégosaure vert et moche que j'avais acheté le soir où tout a commencé. Celui que je ne lui avais jamais donné. Je l'avais gardé pendant 10 ans. Il l'a tenu dans ses 2 mains. Je me souviens de ça, dit-il. Tu ne l'as jamais eu. Il m'a regardé. Non, dit-il doucement. Mais je me souviens d'avoir voulu que tu rentres à la maison avec quelque chose pour moi. Cela a brisé quelque chose en nous deux. J'ai serré mon fils dans mes bras. Cette fois, il m'a serré en retour comme un petit garçon. Romain a fait 18 mois de prison. Mes parents ont vendu le peu qu'il leur restait et ont déménagé dans une petite location à 2 villes de là. Leur fils en or leur avait coûté presque tout. Leur fils cadet était parti. Leur petit-fils leur parlait à peine. Mélissa s'est reconstruite lentement. Elle a suivi une thérapie. Elle a travaillé à plein temps. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. Des années plus tard, nous avons appris à nous asseoir dans la même pièce à la remise des diplômes de Noah sans que l'amertume n'empoisonne l'air. Quant à Romain, il m'a écrit une lettre de prison. Je ne l'ai jamais ouverte. Certains appellent ça de la cruauté. Peut-être que ça l'est. Mais j'ai appris quelque chose après avoir perdu ma femme, ma famille et presque mon fils. Le pardon ne signifie pas toujours ouvrir la porte. Parfois, le pardon, c'est la verrouiller sans colère. Parfois, la paix signifie accepter que les gens qui vous ont brisé n'obtiennent pas de place au premier rang pour voir l'homme que vous êtes devenu. Le jour de la remise des diplômes de Noah, il a traversé le terrain avec une toque et une toche bleue. J'étais dans la foule, les larmes aux yeux, applaudissant si fort que j'en avais mal aux mains. Après, il m'a trouvé près du parking. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». Je me suis reculé et je l'ai regardé. Jamais. Il a hoché la tête en direction de Mélissa, qui se tenait à quelques mètres. Puis vers mes parents, plus loin, plus vieux et plus petit que dans mon souvenir. Romain n'était pas là. Noah m'a regardé et a dit « Je connais la vérité maintenant ». J'ai posé une main sur son épaule. C'est suffisant. Et ça l'était. J'avais perdu des années. J'avais perdu la confiance. J'avais perdu la famille dans laquelle j'étais né. Mais debout là, à côté de mon fils, regardant le soleil se coucher derrière le terrain de sport, j'ai réalisé quelque chose. Romain avait volé ma femme. Il avait monté mon fils contre moi. Il avait emmené mes parents avec lui. Mais il n'avait pas pris mon avenir. Il n'avait pas pris mon nom. Il n'avait pas pris la partie de moi qui savait comment se relever. Alors oui, j'ai disparu. J'ai disparu de leurs mensonges. J'ai disparu de leur manipulation. J'ai disparu de la version de moi-même qui n'arrêtait pas de supplier les gens de m'aimer justement. Et quand mon frère a tout perdu et est venu mendier mon aide, j'ai enfin compris la différence entre la vengeance et la justice. La vengeance aurait été de le détruire. La justice, c'était de le laisser faire face aux conséquences qu'il avait passé toute sa vie à fuir. Et la paix? La paix, c'était de rentrer à la maison avec mon fils à mes côtés, tous deux silencieux, tous deux libres, sachant que certaines portes ne deviennent belles qu'une fois que vous les avez fermées pour toujours.